Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 24 février. Au moins 137 morts en Ukraine après l'attaque de l'armée russe. Même à des milliers de kilomètres, l'angoisse gagne les Polynésiens. Quelles seront les conséquences de cette guerre sur notre quotidien? Comment le conflit peut-il évoluer? Nous tenterons d'y voir plus clair avec notre invité Raimana Lallement, docteur en droit public. Un homme de 59 ans encourt la perpétuité pour avoir étranglé sa compagne. Les faits remontent à novembre 2018 à Tiaray. L'une de nos équipes a assisté au premier jour de ce procès aux assises. Moorea, le nouvel Eldorado des investisseurs. 5 grandes surfaces sont en projet. Ils sont plus ou moins avancés. Comment réagissent les habitants? Nous ferons le point. Enfin, nous irons du côté de Taha à la rencontre d'un jeune éleveur de porcs. Un travail et une passion qu'il partage avec sa grand-mère. Ils nous ont ouvert les portes de leur exploitation. La stupeur et la tristesse face à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. La centrale de Tchernobyl a été prise ainsi qu'une base militaire à 25 km de Kiev. Ici, même loin de la Russie, l'inquiétude gagne les habitants. Ils craignent une nouvelle augmentation du prix des matières premières, des hydrocarbures et des importations. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Après le Poutine judoka, voici le Poutine dictateur, dixit Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la République. Не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. Démilitariser et dénazifier l'Ukraine, le président russe ne mâche pas ses mots. Ses troupes se concentrent sur les infrastructures militaires, entre autres les systèmes de défense anti-aériens et informatiques de l'Ukraine. Lors de cette première journée d'invasion, 17 civils ukrainiens ont trouvé la mort. Beaucoup tentent de fuir la capitale en voiture. Ils sont bloqués aux frontières de la Pologne et de la Moldavie. C'est bien triste tout ce qui est en train de se passer. On parle du Covid, on parle de la guerre en Ukraine, on parle du réchauffement climatique. Où va le monde? Ça fait peur, ouais. Et que c'est triste, voilà, ce qui se passe en Ukraine et en Europe. Et qu'il faudrait prier pour eux. Oula, non, merci. Non, franchement, j'écoute même plus les infos maintenant avec tout ce qui se passe. C'est le meilleur moyen de rester positif. Conséquence directe de cette guerre, le prix du baril de pétrole s'envole. $97 hier soir, puis $104 après le début de l'invasion. Les prix des carburants devraient aussi augmenter au Finnois, mais le pays a décidé d'absorber cette hausse. Il est hors de question de faire supporter à la population ce qui se passe dans le monde extérieur à la Polynésie. Donc on va prendre sur nous, nous nous organisons pour pouvoir absorber cette augmentation. Donc pas d'augmentation sur le prix du litre d'essence, pas d'augmentation sur l'électricité. Il n'y a pas que le prix des hydrocarbures. Celui des matières premières et des importations sera aussi impacté. C'est très difficile de savoir si on va être touché, on est tellement éloigné. Généralement, on est toujours touché avec un peu de semaines de décalage. Mais voilà, on attend un peu de savoir ce qui va se passer en Europe, quoi. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Organisation des États américains, l'Union européenne condamnent l'invasion russe. Un sentiment partagé par le président Emmanuel Macron. De nombreuses sanctions internationales sont prévues contre Moscou. Je suis très triste. J'ai appris ça ce matin. Je trouve ça désolant. Je trouve dommage aussi que Emmanuel Macron ait dû aller tout seul, voir plusieurs fois Poutine et tout, alors que tous les dirigeants européens auraient pu un peu se serrer les coudes et aller tous ensemble pour avoir plus de force et plus de pouvoir. De son côté, le Comité international olympique, dans un communiqué, accuse Vladimir Poutine d'avoir violé la trêve olympique. Son président, Thomas Bach, réitère son appel à la paix. We must be stronger. Oui, et notez aussi que près de 800 personnes ont été arrêtées par la police russe lors de manifestations contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes du pays. Raimana Lallement, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'Université de la Polynésie. Le conflit russo-ukrainien ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà eu une guerre en 2014. Qu'est-ce qui a déclenché ce nouveau conflit ?
Alors ce nouveau conflit est principalement causé par le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN. En 2020, l'Ukraine est devenue partenaire, pas membre, mais partenaire de l'OTAN. Et la Russie, pour assurer sa sécurité, a vu ça d'un très mauvais œil. Et ce qui a provoqué en 2021, finalement, des mouvements de troupes assez importants à la frontière ukrainienne. Est-ce que vous êtes surpris par ce premier jour d'offensive ? Alors, comme beaucoup de collègues chercheurs en droit international et en relations internationales, il était plus ou moins certain qu'il y aurait une action russe à l'est de l'Ukraine. Mais à titre personnel, je ne m'attendais pas à une offensive aussi importante et aussi large. Est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale ? Alors, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. La plupart des éléments factuels en notre possession laissent à penser que non, car les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de ne pas intervenir en Ukraine. L'Ukraine est donc seule aujourd'hui, mis à part les sanctions économiques. Et donc, on peut penser aujourd'hui, mais il est très tôt, que ce ne sera pas le cas. Oui, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'arme nucléaire. C'est ce qui a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors tout à fait. La Russie étant une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'ailleurs, dans le communiqué du président Poutine, il a fait clairement référence à des représailles, peut-être nucléaires, si l'Occident venait à intervenir directement et militairement en Ukraine. Alors nous sommes loin de l'Europe, à des milliers de kilomètres, et pourtant il y a cette proximité entre la Russie et la Chine et les enjeux économiques de l'Indo-Pacifique. Au-delà des conséquences économiques, peut-on imaginer un conflit armé ici ? Alors, très rapidement, évidemment, de manière prospective, au regard des éléments de notre possession, la réponse est négative, étant donné que, justement, l'Union européenne ne va pas intervenir militairement en Ukraine. Et donc, ça ne causera pas un conflit direct entre la Russie et la France, et a fortiori la Polynésie. Alors, dans un premier temps, les conséquences seront donc économiques, la flambée des prix sur les hydrocarbures, mais peut-on imaginer des pénuries dans les magasins d'alimentation, par exemple ? On voit que le blé augmente. Alors le blé, le colza, le pétrole, la diminution des bourses, je ne suis pas économiste, mais effectivement, il y a des conséquences directes au niveau économique qui sont très difficiles, donc il est très difficile d'un point de vue prévisionnel de savoir ce qui va se passer, y compris en France aujourd'hui. Et on y verra plus clair. L'inflation débutait déjà. Alors oui, on parle aussi de problématiques de transport maritime international, mais on a des exemples en 2008 en Géorgie ou en 2014 en Crimée, où il y a eu des problématiques économiques, mais qui n'ont pas forcément été aussi graves que nous pourrions le penser, même si le cas ukrainien est particulier. Alors, dernière question, est-ce que l'élection présidentielle prévue en avril pourrait être reportée selon vous ? Non, absolument pas, à moins que, évidemment, l'État russe décide d'aller plus loin dans son conflit et notamment d'envahir l'Union européenne. Finalement, vous êtes plutôt rassurant ce soir ? Alors, plutôt rassurant, mais il ne s'agit que du premier jour de conflit et il faudra suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup, Ayman Al-Allemand, pour cette analyse. Nous reviendrons, bien sûr, comme vous le dites, sur ce sujet. Merci beaucoup. Maruru. Nous parlions de l'élection présidentielle. Pensez à vos demandes d'inscription sur les listes électorales. Pour la présidentielle, la date limite est fixée au 2 mars si vous l'effectuez en ligne, le 4 mars si vous faites la démarche en mairie. Un procès pour féminicide s'ouvre aux assises. Un homme de 59 ans encourt la perpétuité pour avoir étranglé sa compagne en 2018 à Tiareï après une dispute. Je ne voulais pas ôter son souffle de vie. L'alcool et le cannabis, ça fait des dégâts, a déclaré l'accusé aujourd'hui pour sa défense. En ce premier jour d'audience, la Cour s'est penchée sur la chronologie des faits et la personnalité de l'accusé. Lucille Guichet-Tirao, Patita Savera. La victime n'avait aucune chance, résume le directeur d'enquête à la barre ce matin, lorsque ce soir du 30 novembre 2018, l'accusé, alors docker d'une centaine de kilos, aurait étranglé sa conjointe sur le lit après une dispute sur fond d'alcool et de cannabis. Il aurait serré pendant 10 à 15 minutes selon lui, l'aurait embrassé et appelé les gendarmes. Ce matin, il présente ses excuses aux 6 enfants de la victime, nés de précédentes unions. Les plus grands assistent au procès. Puisqu'on espère qu'à l'issue de ce jugement, que ça soit une issue exemplaire par rapport à toutes les violences faites aux femmes. Donc notre mère malheureusement a été victime. Le couple se connaissait depuis quelques mois et prévoyait de se marier.
Les témoins entendus aujourd'hui décrivent un homme rude et calme, mais alcoolique. L'accusé reconnaît les faits, mais assure ne pas avoir voulu la tuer. C'est un dossier assez dramatique, c'est l'histoire de quelqu'un, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a perdu le contrôle de sa vie l'espace de peut-être 5-10 minutes, et ce qui a suffi malheureusement à entraîner ces faits, mais on n'est pas sur quelqu'un, et je crois que l'instruction du dossier est en train de le montrer, on n'est pas sur quelqu'un qui a un passif de violence. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué sa compagne. Le verdict est attendu demain. À Mooréa, une frénésie commerciale. Au total, 5 projets de nouvelles grandes surfaces sont en cours, plus ou moins avancés, dont un projet du groupe Van de plus de 1800 mètres carrés. Le permis de construire est à l'étude. Tout ceci interroge évidemment. On voit cela avec Stéphane Ratineau et Jacques Damour. C'était le magasin de ses grands-parents. Francis a gardé en peinture le souvenir de ce qui fut l'histoire familiale à ses débuts, il y a 70 ans. Aujourd'hui, la structure a bien changé. Plus de 700 mètres carrés dédiés à la vente, mais la concurrence s'affûte. À Mooréa, la guerre commerciale gagne en intensité. 5 projets en cours, dont 3 ayant déjà déposé une demande de permis de construire. Voici quelques ébauches. Une enquête publique va débuter pour les commerces de Marepa, les plus importants en mètres carrés. Ça arrive à point aussi, vu que l'économie d'aujourd'hui, tout le monde, il faut voir aussi dans les quartiers, ils n'ont presque plus rien pour vivre. Et pour moi, ces emplois-là, c'est important. À votre avis, ça va compter dans l'enquête publique? Les habitants vont être sensibles à la création d'emplois? Au moins, ils auront leur avis. Avec l'enquête publique, le sujet commence à s'installer dans le débat civique. Ces projets embrassent plusieurs thèmes. L'économie avec l'emploi, l'environnement avec le bâti et la question de l'eau, mais aussi la manière de penser l'avenir de l'île. C'est pour la population de mourir. C'est toujours pareil. Même s'il y a plus de magasins, pour vous, ça reste pareil. Ça reste pareil. Pas d'accord. Pas d'accord. Il faut nous laisser un peu de tranquillité sur Mooréa, ne pas transformer Mooréa en Tahiti, surtout. Les gens de Mooréa n'en veulent pas. On a suffisamment. Dans les commerces de proximité de Mooréa, ces perspectives d'ajout de plus de 3000 mètres carrés de surface provoquent l'incompréhension, la colère. Laurence a 7 employés dans sa boutique Tapiti, un lieu de vie avec ses habitués, un service de proximité. Sa crainte que les tentacules de la grande distribution menacent l'existence. Bah oui, on veut notre mort. Alors que nous, malgré tout, on est des commerces de proximité. Regardez mon commerce, mais moi j'ai des clients qui viennent 3, 4 fois, 5 fois chez moi, enfin chez nous. Bien sûr qu'on a des comptes, bien sûr qu'on a des tickets, parce que c'est la vie de la Polynésie. Et quand bien même, on est là pour rendre service. Francis a 2 magasins, lui. Son projet, construire un autre de 400 mètres carrés dans une zone de chalandise un peu moins pourvue. Parce que, dit-il, il ne veut pas céder de terrain aux grands groupes venus de Tahiti. Son interrogation, l'installation en Marepa d'un carrefour à la surface imposante. Le fait qu'il y a 1800 mètres carrés, je pense qu'il y aura un attrait. Donc c'est à nous commerçants, à se battre. Donc c'est pour ça que je disais au début, je suis la liberté d'entreprendre. Et ben nous, moi je ne vais pas me laisser faire, je vais continuer à investir avec mes petits moyens. Et après on verra. Nous savons tous qu'aux États-Unis, en Europe ou en France, il y a un quota qui est attribué. Donc je pense que c'est aux alentours de 25% de part de marché. En Polynésie française, cette règle n'existe pas. À Mooréa, un virage commercial pourrait donc s'amorcer, mais le dernier mot reviendra au pays, après consultation de la municipalité. Et puis en bref, toujours à Mooréa, le pays a remis des bons d'aide en matériaux à 84 familles réparties autour de l'île. Cela représente un montant de 88 500 000 francs, une aide qui s'inscrit dans le programme d'aide à l'amélioration de l'habitat individuel. Nous vous l'annoncions hier, l'obligation vaccinale a été levée en Nouvelle-Calédonie. La commission permanente du Congrès s'est exprimée par 8 voix contre 3. Ce texte était entré en vigueur en septembre dernier avec l'arrivée de la 2e vague de l'épidémie. Bernard Lassos et Thomas Douchy. C'est sur fond de bruit et de slogans anti-vax que s'est déroulée cette réunion de la commission permanente. Si l'instauration de l'obligation vaccinale avait été adoptée à l'unanimité, ce matin, le texte faisait débat lancé par Calédonie Ensemble. Cette nouvelle proposition de délibération abroge l'obligation vaccinale alors que le signal donné à la population sera catastrophique. L'abrogation, c'est la pire décision qui pouvait être prise parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire évoluer le dispositif parce que la situation avec le variant Omicron nous le permet.
Mais plutôt que d'abroger purement et simplement, nous, on proposait de suspendre le dispositif, mais de le conserver. Point de vue bien différent pour Virginie Ruffnack en visioconférence. Nous considérons qu'il faut apaiser le climat social aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie par la levée de cette obligation vaccinale dans ce contexte sanitaire qui ne mérite plus. Sonia Baquès, elle, en avait une toute autre lecture. Si demain, il y a un nouveau variant qui rentre, qui est virulent, qui fait du mal, eh bien on va l'avoir tout de suite et puis on va être les premiers à l'avoir. Et puis on n'aura aucun recul alors qu'on a passé 18 mois à être Covid-free, à payer des milliards pour mettre les gens dans des hôtels. Là, c'est open bar, quoi. Les deux groupes indépendantistes, eux, ont simplement présenté leurs explications de vote en faveur de l'abrogation. Maintenir, c'est contre-productif. C'est entretenir un climat de clivage entre tous les Calédoniens. Je crois que l'obligation vaccinale a fait son effet. Dans le Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie est le premier pays à supprimer l'obligation vaccinale. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji ou le Vanuatu l'imposent toujours. Retour à Tahiti avec cette question: comment faire pour que nos enfants soient locuteurs dans leur langue maternelle? Le thème du séminaire sur les langues polynésiennes organisé par le ministère de la Culture résume à lui seul le défi des années à venir. Des actions prioritaires doivent être définies. Un mot de sport avec ce tournoi de volleyball inter-îles organisé ce week-end à Hakahao, à Ouapou. Il rassemblait une centaine de joueurs des catégories minimes, cadets et juniors. Les jeunes de Nukuhiva avaient fait le déplacement pour participer à ces rencontres. L'objectif est d'inciter la nouvelle génération à pratiquer la discipline aux Marquises Nord et d'affronter à l'avenir les joueurs des Marquises Sud. Écoutez Yvon Teiki-Teini au micro de notre correspondant Lionel Teha-Amoana. Pour but de rassembler principalement la jeunesse et dans le domaine du volleyball aussi. C'est pour permettre ici aux Marquises de relever le volleyball. Allez, on vous emmène maintenant du côté des îles sous le vent à Ta'a. Notre correspondant Hitimanaki a fait la connaissance de Tewiari, un éleveur de cochons. Il est aussi maître de stage au sein de la maison familiale rurale. Ce jeune passionné s'occupe d'une vingtaine de porcs. Leur viande sera ensuite vendue 1000 francs le kilo. Avec sa grand-mère, il nous a ouvert les portes de leur exploitation familiale. Chaque jour, c'est le même rituel pour Tewi et sa grand-mère. Préparer la nourriture des cochons et prendre la route, c'est un héritage de son grand-père qu'il perpétue aujourd'hui avec l'aide de sa mémé, comme il l'appelle. Je peux dire qu'on a commencé l'élevage en 1997. Et vous voyez, là aujourd'hui, on continue toujours à aider notre petit-fils. Il faut les nourrir tous les jours, chaque matin, mais aussi nettoyer les enclos. Un travail plutôt difficile avec autant de bêtes. Je fais croiser mes cochons. Je choisis des truies pour faire des petits. Je regarde bien que les femelles atteignent. Faut que l'atteigne dans les 7 petits. Là, en ce moment, j'ai 5 femelles. Et un mâle. Nettoyer les enclos en pleine montagne n'est pas chose facile. Ils n'ont pas l'eau courante jusqu'à leur élevage. Alors, ils ont dû se débrouiller, prendre l'eau de la rivière pour que les parcs soient propres en permanence. Parce que cette machine, ça nettoie ma cage de cochon. Ici, il n'y a pas d'eau. Pour ça, moi, j'ai pris une machine pour celui qui pompe l'eau. La vie dans les îles ressemble à ça. Planter pour manger ou faire un petit élevage, un métier comme un autre pour faire vivre sa famille. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Les bombes ont déchiré la nuit ukrainienne ce jeudi matin. Les premières explosions ont eu lieu dans l'Est, puis au Nord et au Sud. En Polynésie, même loin du conflit, l'inquiétude gagne les habitants. Les conséquences seront, dans un premier temps, économiques. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.